soucis de technique. Alors bonjour à tous. On poursuit ce séminaire ce matin autour de la question de la désobéissance, facteur de création. Et notamment les liens entre processus psychologique et création artistique notamment. Alors, à cet égard, s'agissant notamment des créations artistiques, je note qu'on admet communément qu'il y a des règles en musique. Celle de la composition, parfois aussi celle de l'improvisation. Et ces règles régissent l'articulation des sons pour conduire à ce vaste système qu'est l'harmonie. Il y aurait donc des règles. Et ces règles s'apparentent même parfois à des lois universelles. La résonance des corps, la nature des sons, les pulsations régulières. Dans ces conditions, si l'œuvre artistique est le respect des règles, quelle est la place pour l'obéissance, pour la désobéissance, pardon, lapsus. Où se situe-t-elle dans la construction artistique? Ou alors peut-être que la désobéissance n'est qu'un fait méthodologique. Ce serait qu'un fait méthodologique dans l'acte de construction artistique. C'est une question qu'il faudra sans doute aborder avec nos intervenants ce matin. On pourrait d'ailleurs faire la même remarque au sujet de la danse. La danse avec cette figure du corps docile, qui veut que le danseur, pour être un jour danseur étoile, doit se conformer à des règles, écouter le maître, respecter le cadre et surtout jamais remettre en cause les règles établies. Là encore, où se situe la désobéissance? À côté de ça, je note aussi qu'on associe souvent la folie, que je mets entre guillemets, avec le génie artistique. Comme si finalement la discontinuité, la rupture, était la condition première pour ouvrir l'espace de liberté nécessaire à la création. Comme d'ailleurs le sous-entend Jean Renoir lorsqu'il dit « Il y a dans tout interdit l'ouverture d'un inédit qui constitue pour l'art sa matière propre ». Alors discontinuité, rupture, transgression, face à ça, création, donc des thèmes riches qu'on va aborder ce matin avec nos intervenants. On va pour cela recevoir Dr Yves Boudard, psychiatre, psychanalyste au Vinatier, Vincent Estelon, maître de conférence à Paris 5, et Chantal Dugave, artiste, également enseignante à l'École d'architecture de Lyon. Sans plus attendre, je vais donc passer la parole au docteur Boudard sur le thème de la discontinuité et de la création. Bien, je pensais être le psy de service. En général, il y a toujours un psy de service. Maintenant, c'est indispensable. Et là j'ai compris après que nous étions deux. Je trouve que quand même de la part du graphe, c'est de la gourmandise un peu peut-être. C'est pas... Bien. Donc j'ai essayé de mettre quelques idées en place dans une réflexion qui n'est pas vraiment aboutie, mais voilà, je suis parti donc de votre intitulé « Innover et ou désobéir ». Ces deux termes renvoient à une rupture du statu quo qu'il me semblait intéressant de reprendre au travers de la notion de discontinuité. Je souhaiterais développer succinctement ce concept de discontinuité, ce qui l'enracine dans le développement psychique, montrer qu'il est au centre du processus d'humanisation, qu'il est ressort de l'évolution, levier de créativité. Prêt à être politiquement incorrect, je voudrais mettre en évidence le caractère essentiellement et structurellement masculin de cette notion de discontinuité. Je voudrais dire aussi que sans son corollaire, la continuité, valeur essentiellement féminine, la créativité et la vie même ne sont pas envisageables. Enfin, que les concepts de différence et de discontinuité sont étroitement liés.
Le développement de l'enfant met en évidence un processus continu de discontinuité. Pour se créer, l'enfant doit sans cesse abandonner un état pour aller vers un autre. Seul l'enfant autiste n'aspire qu'à la reproduction du même. Cela commence bien entendu par la naissance et l'interruption soudaine d'un mode circulatoire pour un autre, connecté cette fois à un appareil respiratoire qu'il faut mettre à l'ouvrage. Le sein, d'abord vécu comme partie intégrante de lui-même par le bébé, devient persécuteur par son absence et s'autonomise douloureusement ainsi dans son psychisme. Le bébé doit alors renoncer à sa perception holistique du monde, il ne faisait qu'un avec le monde, pour rencontrer, et on pourrait dire inventer, le premier autre, et donc l'altérité, la mère. Le holding, c'est la façon dont est tenu, dont on tient et on porte un bébé. Winnicott, Bion évoque les éléments alpha et bêta, c'est les échanges entre la mère et le bébé émettant un certain nombre d'éléments qui sont dits bêta, qui sont retravaillés par la mère dans la distance justement et renvoyés sous forme digeste en quelque sorte, sous forme alpha au bébé. Les rythmes, le sommeil, le repas, l'échange, les câlins, c'est très important les rythmes pour un bébé. Ce sont des ingrédients essentiels à l'avènement du sentiment de sa continuité d'être. J'ai soigné beaucoup de bébés agrippés à leur mère par le regard, hyper vigilants, insomniaques, anorexiques, tentant par tous les moyens d'exister la seconde qui suit, leur mère ravagée par cet envahissement insupportable dans l'incapacité d'assurer un portage suffisamment fiable pour les aider à constituer cette continuité d'être. La relation mère-bébé est alors terrifiante de violence, pas toujours contenue. Tout le travail dans l'unité de psychopathologie périnatale que j'avais créée à Lyon consiste à aménager une séparation qui ne doit pas être rupture, une distance qui ne soit pas un arrachement. Mais quand les conditions sont réunies, l'enfant sécure peut s'éloigner, explorer le monde, des yeux, du toucher, par le déplacement, rendre discontinu le contact avec sa mère. Il le pourra d'autant mieux que la mère sera distraite par le père, fonction paternelle que j'évoquerai plus loin, et ne sera ainsi que suffisamment bonne. Au cours de la deuxième année de la vie, l'événement de la marche autorise un éloignement et une autonomisation grandissante. D'ailleurs, il y prend goût et tente à affirmer sa toute-puissance sur le monde. Il utilise pour cela le « non », se servant ainsi, à bon escient de son point de vue en tout cas, de ses nouvelles compétences langagières. La maîtrise du langage va en effet parachever ce processus d'individuation en consacrant la symbolisation du lien avec la mère. L'enfant devient réellement sujet en passant du moi au je. Beaucoup de retards de langage qu'on observe en clinique du jeune enfant sont liés à des questions de séparation. Et certaines erreurs, on va dire, même beaucoup d'erreurs sont faites à vouloir rééduquer le langage, c'est-à-dire d'envoyer les enfants chez l'orthophoniste, alors que la question est d'abord de travailler sur la question de la séparation, parce que pour parler, pour qu'il y ait langage, il faut qu'il y ait interlocuteur et il faut qu'il y ait un espace qui existe pour qu'on puisse avoir un locuteur et un locuté, comme certains disent. Quelle jouissance d'affirmer ainsi à la fois qu'il existe comme distinct et qu'il peut maîtriser son environnement. Cette maîtrise a une assise corporelle dont il use, voire abuse, le contrôle sphinctérien, anal à moindre degré vésical. Qui a eu un enfant, un garçon en particulier, le garçon a plus que la fille besoin de se constituer une identité par différenciation, connaît cette période particulière de 18 mois à 3 ans au cours de laquelle il rendrait bien le bambin au magasin, comme le propose un célèbre comique, si c'était possible. Mais cette période est absolument essentielle à la construction psychique de l'enfant. Il va y rencontrer la loi,
apprendre à obéir et donc à désobéir. C'est le jeu possible, contenu par un psychisme parental suffisamment aimant, ferme et tranquille, entre obéissance et désobéissance, qui va permettre à l'enfant de s'inscrire dans une liberté d'être qui le conduira à l'autonomie. Si tant est qu'on ne lui demande pas de s'inventer lui-même, comme il est souvent d'usage aujourd'hui. L'enfant qui n'a jamais obéi n'a pas rencontré la loi. Je soigne des enfants éperdus qui, bien qu'agités, violents, provocateurs, insupportables, ne désobéissent pas. Ils ne désobéissent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'est obéir. Ils recherchent anxieusement, en télescopant violemment le monde, une limite à leur être pour se constituer une identité. La provocation, le trouble de comportement, l'hyperactivité ont pour fonction paradoxale de maintenir un lien archaïque, confus, régressif à la mère, destiné à éluder la séparation, à se conforter dans la sensation. Développant souvent de façon réactionnelle des facultés intellectuelles au-dessus de la moyenne, ils sont incapables d'utiliser celles-ci. Ils ne peuvent rien créer, trop occupés qu'ils sont à se maintenir au bord du vide. Celui qui n'a pas obéi ne peut pas créer. Il reste dans le registre de la toute-puissance stérile et stérilisante. D'ailleurs, il n'apprend même pas. Car pour apprendre, il faut accepter de ne pas savoir. Blessure narcissique que ces enfants sont incapables de s'infliger. Vient ensuite la période oedipienne, qu'il faut considérer ici comme la métaphore d'un processus. Je ne taillerai pas ce que tout le monde connaît ou croit connaître de cette période. Je retiendrai le parachèvement du processus de castration symbolique. Je pourrais m'expliquer sur ce concept si vous le souhaitez, et son corollaire, le refoulement, largement initié lors de la phase anale, ouvrant la sublimation. C'est parce qu'il renonce à la satisfaction du fantasme que l'enfant se libère à nouveau et s'ouvre au savoir. C'est le renoncement qui ouvre, c'est l'obéissance, qui n'a pas à voir avec la soumission, qui libère. Je voudrais rapidement, incidemment presque, dire quelques mots à propos de l'incestuel. L'incestuel, c'est l'estompage des contours de la distinction des générations dans le domaine de la sexualité fantasmatique, mais aussi dans la réalité du corps à corps souvent. C'est l'ambiguïté de la séduction d'un parent par son enfant, la symétrisation des relations parent-enfant. Cette dérive vers la confusion incestuelle doit être considérée comme un phénomène de société. C'est un phénomène insidieux qui infiltre pernicieusement une culture prétendant à éviter confrontation et conflictualité. Si cette dynamique délétère se rencontre plus au sein des familles monoparentales, les autres n'en sont pas exemptes. L'incestuel maintient l'enfant, plus généralement le garçon, dans l'illusion non élaborée et non élaborable qu'il pourrait représenter un choix d'objet amoureux pour le parent. Cela maintient une amarre à la toute-puissance infantile, secrète des troubles névrotiques chez la fille et conduit volontiers à la délinquance chez le garçon, parfois à la délinquance sexuelle. En tout cas, cette négation de l'ordonnancement intergénérationnel empêche l'ordonnancement de la pensée et par là même la créativité. Je passerai rapidement sur l'adolescence. Alors, au départ, on m'avait choisi, c'était le thème qu'on m'avait choisi, que je parle de l'adolescence, mais je trouvais ça un petit peu bateau. Puis il y a un certain Marcel qui me parle beaucoup mieux que moi, tout ça. Donc j'ai finalement renoncé à parler de l'adolescence. Voilà, donc vous avez pu être aussi victime collatérale de l'adolescence. Voilà, le garçon et la fille parachèvent au cours de cette période un processus d'identification fondé sur une double discontinuité. Celle consistant à accepter une génitalité qui rompt avec l'enfance, celle qui doit le ou la distinguer des figures parentales. Il s'agit pour cela de tenter de se recréer ex nihilo, regoûtant au passage au petit plaisir de la toute-puissance.
C'est généralement pénible pour l'entourage qui doit contenir les effets de la dépersonnalisation physiologique de l'adolescence, mais bien intéressant pour l'humanité. La position paternelle, c'est la discontinuité. Si la fille se développe psychiquement en s'appuyant sur l'identification au premier objet d'altérité qu'est la mère, le garçon, lui, doit s'en différencier pour exister en tant que tel. Il est, sa vie durant, en danger de perdre son identité en ne maintenant pas cet écart. Il doit pour cela aller de l'avant, se mettre en mouvement, s'éloigner. Il doit maintenir de la discontinuité. Il est de ce fait plus vulnérable quant à ses assises narcissiques que la fille. C'est un praticien de la discontinuité. La paternité ne peut être que putative. Alors je renvoie au lecteur d'Achille Talon dans Pilote, je ne sais pas s'il y en a ici, enfin, voilà, qui parlait toujours de son père putatif. Hein. C'est ce qui en fait l'essence et la fécondité. Les tests ADN, en introduisant une pseudo-continuité matérielle désymbolisante, ne peuvent en rien répondre à la question de la paternité. La place du père est de ne pas en avoir, justement. C'est un ailleurs de la mère que celle-ci ne peut contrôler, maîtriser, définir. La fonction du père est de déranger, séparer, distraire. Le père réel n'est bien entendu que le vecteur matériel de la fonction métaphorique. Alors je renvoie aussi à ce merveilleux film, pour moi un des plus beaux films sur la fonction paternelle, qui est Paris, Texas, hein, de Wim Wenders. Hein, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour ce qui est du meurtre du père, c'est le fils qui tue le père, pas la fille. Elle n'a pas besoin, elle n'a besoin que de fusionner avec sa mère en enfantant. Le père doit mourir et ses fils le dévorer, c'est-à-dire incorporer ce qu'il a été. Il doit mourir pour qu'elle devienne le fils. Alors je vous renvoie à la version humoristique du meurtre totémique de Roy Davis. Hein, Pourquoi j'ai mangé mon père. C'est un petit bouquin très sympathique. Quant au féminin et à la continuité, la créativité picturale, littéraire, scientifique, sociale ou politique ne peut se concevoir ex nihilo. Picasso aurait-il pu exister sans les impressionnistes, Einstein sans Newton, la sociologie moderne sans Durkheim, Freud sans Charcot, De Gaulle sans Montesquieu. Cette continuité sous-jacente à la vie même de tout groupe humain, la trame issue de nos sociétés est une valeur féminine. C'est la femme, en ce qu'elle représente le féminin, qui fait lien par la vie qui traverse son corps d'abord et la résonance symbolique qui en est l'écho, par l'attachement charnel à l'enfant ensuite, par son inconditionnalité maternelle, maternante, qui garantit la continuité. Alors je pense que nos sociétés vivent une véritable crise de la séparation. Restons collés dans des familles syncytiales où les mots démentent les actes, dans des institutions où la lutte de pouvoir consiste maintenant plus à empêcher l'autre de faire et à utiliser son pouvoir de nuisance qu'à créer soi-même. Le statu quo égalitariste vise à ce que personne ne se distingue, tout soit pareil. Alors feint-on de croire, toute conflictualité aura disparu. Il n'y aura plus de guerre, la barbarie de l'homme sera domptée. C'est oublier que la barbarie est constitutive de l'homme et que la mince couche d'humanité qui la recouvre mérite mieux que son déni. Le copinage parent-enfant, le mésusage des nouvelles techniques de communication, téléphone, internet, réseaux sociaux, le tanguinage, je veux bien me pardonner ce néologisme, le tutoiement et le bisoutage presque systématique, l'injonction aux parents à se mêler de la chose scolaire, autant de signes qui témoignent de la difficulté de se séparer. Comment ne pas s'inquiéter d'une communication qui ne se risque pas à la parole? Car ce n'est pas le langage que le SMS nocturne de l'adolescent. Peu importe ce que je dis, l'essentiel c'est que nous restions collés, que l'on ne se sépare pas,
conservant l'illusion d'un lien alors que l'on est dans une sorte de peau à peau sans chair. Comment ne pas être atterré par une réactivité journalistique et politique qui vire parfois à l'absurde dans le souci de ne pas perdre le contact, comme on dit, avec le lecteur, l'auditeur, les lecteurs. L'immédiateté, l'insupportable de l'attente, comme de l'ennui, et confusion, antithèse de la continuité. Enfin, j'aimerais dire quelques mots à propos de la différence. Il m'arrive de trouver quelque peu suspect cet acharnement à l'abrasé. Sous prétexte d'appeler à la respecter, je me demande parfois si on ne veut pas la méconnaître, l'effacer, la dénier. On voudrait domestiquer la différence, la rendre artificiellement familière en l'habillant de bons sentiments. On voudrait la faire taire, qu'elle n'existe pas, tout simplement. La différence fait violence parce qu'immaîtrisable. L'espace entre l'autre et moi est un abîme sans fond, infranchissable autrement que par des passerelles aussi précaires que fugitives. Cette différence fait essentiellement peur par son étrangeté, soulignant la discontinuité d'être de soi à l'autre. Il faut lui tordre le cou. Tout le monde est pareil. Les hommes, c'est comme les femmes. Tout le monde peut se marier avec tout le monde. L'étranger n'est pas différent. La différence n'en est pas vraiment une. La confusion entre l'égal et le même est confondante. On peut certes invoquer le traumatisme groupal des holocaustes racistes du XXe siècle comme nous ayant rendu frileux concernant l'évocation des différences entre les êtres humains. Mais ces horreurs ne sont que l'écho de la maltraitance de la différence. Ce qui n'empêche pas certains de revendiquer l'égalité, en fait la similitude, au nom de la différence. C'est parce qu'ils sont différents que les hommes et les femmes sont pareils. L'autre est radicalement différent, c'est insupportable, mais c'est comme ça. Quoi qu'on fasse, quelque peine qu'on se donne à connaître l'autre pour mieux le comprendre et l'accepter. L'illusion même que l'autre doive absolument être compris pour être accepté pourrait porter en soi le germe de l'intolérance à l'inconnu. On peut entendre la parole de l'autre sans le comprendre, lui. J'ai l'intuition profonde que le refoulement de la différence conduit à une impasse. Elle fait résurgence sous forme paranoïaque, comme en témoignent à mes yeux les scores actuels du Front National. La dialectique des termes de différents et la non-fusion consensuelle sont des ingrédients essentiels de la créativité. L'hétérogénéité, la non-miscibilité figurant que c'est d'ailleurs dans l'impensable qu'il faut aller chercher. Quelques mots aussi au passage sur l'école. L'école est conçue en France pour les garçons. C'est dans une linéarité qui sied aux filles, mais pas aux garçons. La réussite des filles, dans la promo de médecine de mon fils, il y a 70% de filles. La réussite des filles donc, témoigne de ce qui se passe, de ce qui est en passe d'être un réel problème de société. Coût économique, humain et social. On pourrait revenir sur ces aspects-là. Depuis plus d'une décennie, les Québécois travaillent à trouver des solutions pour sortir les garçons de l'ornière. Mais ça ne marche pas vraiment, parce que c'est surtout les filles qui cherchent à sortir les garçons de l'ornière. Donc c'est des solutions féminines qui leur sont proposées. Ils acceptent, eux, quand même, de constater l'échec des garçons dans leur cursus et de tenter des expériences de démixage des classes, notamment d'essayer d'adapter aussi la dynamique du groupe classe, etc. Ils commencent à prendre en compte les études faites sur le bébé, montrant que dès les premiers mois, et de façon indépendante de tout ce qui a été avancé en termes d'influence culturelle et éducationnelle, les garçons et les filles appréhendent le monde de façon assez radicalement différente. L'apprentissage chez le garçon se fait de façon chaotique. On a fait allusion hier, sans donner de détails, sur le cursus de Didier Raoult, qui semble avoir été pouvoir illustrer un peu mon propos de ce matin, mais je n'ai pas d'éléments plus précis.
L'apprentissage donc chez le garçon se fait de façon chaotique, au sens des chaos de la route, hein, brinque-ballant au gré des mouvements d'appropriation-rejet, d'expérimentation hasardeuse, la validité des lois. Il est tout sauf linéaire. J'imagine que cette question est aussi trop politiquement incorrecte pour être abordée et donc traitée dans notre pays. La discontinuité, facteur incontournable de créativité. Pour créer, il faut accepter de lâcher le bord de la piscine, le vertige de l'incertitude du savoir et par voie de conséquence, l'incertitude d'être qui lui est inhérente. Il faut accepter l'étrangeté, le charnel, et donc pour les hommes, le féminin, ce qui n'est pas toujours évident. On pourrait aussi reprendre les propos de Nassim Taleb, hein, c'est un extrader, mathématicien, penseur, philosophe américain, très en vogue actuellement. C'est le seul à avoir prophétisé la crise de 2008 dans un livre qui s'appelle Les signes noirs, en 2007. Dans son dernier livre, Antifragile, il expose que tout organisme vivant et au-delà, toute institution a besoin d'être confrontée au stress, impactée par des traumatismes pour survivre. Pour lui, hasard et incertitude sont indispensables à la pérennité du vivant. La modernité signifie trop souvent un rétrécissement des êtres humains à l'échelle de ce qui est apparemment efficace et utile, dit-il. Et je continue de citer. Selon moi, le stoïcien moderne est quelqu'un qui transforme la peur en prudence, la douleur en information, les erreurs en initiation et le désir en entreprise. En anatomie, discontinuité se dit solution de continuité. J'ai retrouvé le terme dans Alexandre Dumas, hein, quand Dantès veut s'échapper de sa prison, et il a affaire aux solutions de continuité des pierres de sa cellule. Voilà, j'aime bien cette expression hein, qui est un peu ambiguë, hein, qui lie la question de la continuité et de la discontinuité. Alors je voudrais terminer en évoquant un acte créatif, s'il en est à mes yeux. Je veux parler du jugement de Salomon. La situation est insoluble. Le monarque entend trancher, au propre comme au figuré, la question en annonçant qu'il va partager l'enfant, désobéissant ainsi potentiellement au futur commandement « tu ne tueras point ». Le projet est absurde et on peut imaginer que ce souverain réputé pour sa sagesse en ait eu conscience, mais introduit ainsi de la discontinuité dans la logique de pensée. En sacrifiant le lien qu'elle a établi avec lui, la bonne mère assure la continuité de la vie de l'enfant. Elle libère ainsi l'enfant en acceptant la séparation avec celui-ci. La loi du Père vient ainsi séparer la mère et l'enfant et lui permettre de vivre, ce qu'il n'aurait pas pu faire avec la mauvaise mère qui confondait continuité et contiguïté en revendiquant la propriété de cet enfant-objet. Mais le mythe n'a de sens que si l'on prend en compte le risque pris par Salomon. S'il avait dû exécuter sa sentence, il aurait perdu toute crédibilité, tout pouvoir symbolique pour ne devenir qu'un barbare découpeur d'enfants. Ce n'est qu'en risquant sa couronne dans l'impensable, incertain du destin de sa parole, qu'il peut accomplir cet acte. Mais cet acte n'a pu advenir que par la rencontre entre la femme garante de la continuité de la vie et l'homme qui accepte le risque de se perdre dans la discontinuité de l'ailleurs. Ni l'un ni l'autre n'est l'auteur exclusif de cet acte créatif, ou plutôt ils le sont conjointement, indissociablement. C'est l'unité dans la différence qui est féconde. Je vous remercie. Alors, premièrement, j'aimerais bien que vous reveniez sur la notion de castration symbolique, mais ça c'est l'urologue qui parle. Par contre, j'ai quand même été frappé quand vous dites que la différence est symbole de créativité. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, l'indifférence au réel
Le réel, c'est les choses telles qu'elles apparaissent à un moment donné. Enfin, je ne suis pas philosophe, je ne peux pas dire. Mais le réel, c'est ça. Et que l'indifférence au réel permet d'être créatif. Si vous regardez, par exemple, en termes de peinture, tous les peintres actuels ne peignent pas le réel. Ils sont indifférents au réel, mais nés du réel, quelque chose qui va dans ce sens. Donc, quand vous dites différence et créativité, je dis, ouais, peut-être au niveau de l'individu, mais dans le cas particulier, je m'interroge. Ça vous va, M. Segal, comme question? C'est pas lui qui me l'a écrit. Je bouge pas. Ouf. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse opposer différence et indifférence. Hein. On pourrait opposer différence et indifférencié, ce qui est un peu différent. Non, ce que j'ai voulu peut-être maladroitement dire, c'est que il y avait dans la question de la différence la question de la discontinuité. C'est en ce sens-là. C'est cette. Il m'a semblé, encore une fois, dans une réflexion qui n'est peut-être pas complètement explicite, mais il m'a semblé que pour que la créativité, il me semble que pour que la créativité advienne, pour la création advienne, il faut qu'il y ait un espace. Voilà. Il faut qu'il y ait un espace que je désigne comme discontinuité, et que cette discontinuité est d'une certaine façon, son destin est figuré par le destin de la différence. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça revient au même, indifférence à la réalité, finalement, c'est la même chose. Indifférence au réel. Non, mais non, là, on n'est pas, on n'est pas en phase là. Non, la différence, c'est une position psychique par rapport à quelque chose d'extérieur. La question du réel est une question trop vaste pour qu'on puisse l'aborder comme ça. Voilà. Encore une fois, je ne pense pas qu'on soit dans la question de l'indifférence. Hein. On est dans la question de la perversion de la différence, qui est l'indifférencié. Et je pense que l'indifférencié, c'est-à-dire cette espèce d'acharnement à vouloir abraser la différence, me semble tout à fait problématique. Voilà. C'est accepter la rencontre dans la différence, c'est-à-dire l'insupportable de l'inconnu, et c'est ce qui fait, je crois, la fécondité de l'humanité. Et ce refus, me semble-t-il, en tout cas c'est la position que je prends, ce refus d'accepter la différence et d'une certaine façon d'accepter l'autre dans son hétérogénéité radicale, me semble susceptible comment dirais-je, d'être fatal, mais en tout cas d'être problématique en termes de créativité. Oui, d'abord merci Yves Boudard, et vous comprendrez pourquoi l'ancien directeur de l'hôpital psychiatrique a été très heureux de travailler avec des psychiatres comme Yves ou d'autres qui pour un directeur d'hôpital permettent d'acter. Je le dis à mes collègues, allez faire un tour en psychiatrie comme directeur, pas comme client. Hein. À un moment donné, tu développes l'idée d'ordonnancement préétabli. C'est-à-dire qu'il existerait des règles qui s'imposent aux hommes, quelle que soit leur situation locale, historique, etc. Et à ma droite, j'ai le constitutionnaliste qui est avec moi, et je me disais, est-ce que tu ne reviens pas à l'idée que Tocqueville défendait quand il se disait que quand je refuse d'obéir à une loi injuste, je refuse les lois des hommes pour me prévaloir d'une loi de l'humanité. C'est-à-dire, c'est un peu le rôle du Conseil constitutionnel, qui est de dire à un moment donné, vous avez le droit de tout faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, la désobéissance doit s'arrêter à un respect de ce que j'appelle, sinon on saute de paradigme. Est-ce que tu peux développer là?
En 2 mots, existe-t-il une loi morale? Est-ce que je peux développer ta pensée? Est-ce qu'il existe une loi? Est-ce qu'il existe une loi qui s'impose à tout le monde et qui s'impose du sénateur? Bon, on a coutume d'orthographier la loi, en tout cas dans le milieu que je fréquente, la loi des hommes, la loi formelle, avec un petit l, et la loi à laquelle tu fais allusion, c'est-à-dire une loi de l'humanité ou une loi divine, enfin au sens symbolique du terme, enfin voilà. Loi naturelle, enfin voilà, elle peut prendre divers aspects, diverses dénominations. Avec un grand L. Voilà. La question, enfin, toute la question de la loi, c'est la question de la gestion de la pulsion. Voilà. C'est-à-dire que quand je disais que nous sommes des barbares, c'est vrai, enfin, nous sommes essentiellement des barbares. On a une petite couche comme ça d'humanité, mais c'est tout notre honneur. C'est justement d'avoir réussi, étant constitué essentiellement de barbarie, d'avoir pu secréter et entretenir cette couche d'humanité. Alors, de temps en temps, c'est comme il y a une effraction, hein, comme les volcans, là, la barbarie ressort, et puis voilà, il y a un holocauste, il y a une ex-Yougoslavie, il y a tout un tas de choses, voilà, des choses comme ça qui ressortent, ou des crimes, ou des choses comme ça. Voilà. Mais d'une façon générale, on est là dans quelque chose de la gestion de la pulsion pour rendre l'humain humanisable. Là. Alors, pour ça, effectivement, la loi s'entend, comment dirais-je, en perspective. Voilà. Hein, et la loi, c'est pas juste un bidule comme ça sur un plan. C'est une suite de plans comme ça qui en perspective et qui peuvent conduire à certains invariants qu'on peut imaginer mais qu'on ne saisit jamais. C'est-à-dire est-ce qu'on peut saisir vraiment ce que serait une loi naturelle, comme dit M. Barrault, ou une loi divine, ou une loi, etc. On ne la saisit jamais, et en même temps, il y a quelque chose, je dirais, d'une recherche aussi de cette loi. C'est-à-dire que la recherche de la loi, d'une certaine façon, d'une loi, fait partie de ce processus d'humanisation. Voilà. Et avec cet tâtonnement là. Mais on pourrait dire quand même que la loi qui régit tout ça, c'est de rechercher la loi qui va maîtriser la pulsion. Une remarque et une question. Moi, j'ai trouvé absolument remarquable d'insister, c'est effectivement totalement politiquement incorrect, mais tellement fondamental, de rappeler cette différence, alors je reprends le mot fondamental, de sexe, qui effectivement est totalement, enfin, qui tente à être gommé, où on confond différence et égalité. Une remarque, alors c'est une petite question, au fond ça empêche le développement de modes de sociabilité masculin d'un côté, féminin de l'autre. Donc on est vraiment là sur une... Quand vous avez rappelé ça, ce qui est tellement évident dans l'histoire de l'humanité, cette différence fondamentale de sexe est en train de disparaître. Ou en tout cas est gommée. Ma question est la suivante. Sur le processus d'évolution du garçon chaotique, ma question, au fond, ce qui m'est venu à l'esprit immédiatement, nous dire, au fond, ça appellerait... pour aider le garçon à sortir du chaos, c'est la tradition, l'ordre, la discipline. Enfin, en caricaturant, j'ai envie de dire, la seule façon d'aider les garçons, c'est de les envoyer à Saint-Mexan ou à Saint-Cyr. Alors, comment aider les garçons? Je pense que c'est en acceptant quelque chose qui différencie la désobéissance de leur être. Alors, pour parler simple, on pourrait dire c'est pas parce que tu désobéis que je cesse de t'aimer ou que je cesse de te demander d'obéir.
c'est dans cet espace-là, je crois, là, c'est-à-dire que c'est de considérer que la désobéissance n'est pas forcément admise, mais qu'elle ne remet pas fondamentalement en cause l'essence du garçon. C'est ça la question. La question de la désobéissance et des troubles du comportement chez l'enfant, c'est beaucoup autour de ça. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de radicalité, c'est-à-dire quand on voit les parents qui peuvent même être violents, enfin bon, voilà, une espèce de radicalité de vouloir faire obéir le garçon, c'est qu'il y a une confusion entre ce qu'il est, alors pris là dans le désir parentaux, etc., et ce qu'il fait là, et ce qu'il dit en faisant. Et donc, ce que j'ai, c'est à la fois une vigilance par rapport au respect de la loi et en même temps une liberté suffisante pour qu'il y ait un mouvement possible. Il faut qu'il désobéisse. Un garçon qui ne désobéirait pas, une fille aussi, mais à moindre degré, voilà, ne pourrait jamais rien créer. D'abord, il serait malade. Enfin, voilà, c'est totalement inenvisageable. Totalement. Il faut expérimenter la désobéissance puisque c'est constitutif de la reconnaissance de la loi. Si on ne reconnaît pas la loi, on ne désobéit pas. Bien évidemment, la question ne se pose même pas. Voilà. Et si on ne désobéit pas, ça veut dire que pour soi, la loi n'existe pas puisqu'elle n'est pas repérée. Alors, comment dirais-je? Je n'ai parlé des garçons et des filles ou des hommes et des femmes que dans leur positionnement et dans leur positionnement symbolique, je dirais. D'abord parce que, bien évidemment, ça, tout le monde sait ça, enfin, la masculinité n'est pas que l'apanage des garçons et vice-versa, la féminité n'est pas que l'apanage des femmes. Voilà. Il est symboliquement porté par, il est plus que symbolique, charnellement. Il est même chromosomiquement, parlant, voilà, génétiquement, parlant, voilà, porté là. Mais, bien évidemment, nous sommes des êtres complexes. Alors, d'ailleurs, toutes les découvertes même de la génétique moderne et de l'épigénèse voilà, montrent toute la complexité des choses et que voilà, vouloir déterminer comme ça une attribution génétique absolue du sexe et des caractères psychiques qui s'y rapportent serait absurde. Ce que j'ai voulu dire dans la métaphore du jugement de Salomon, c'est que c'était une combinatoire, qu'il ne pouvait pas y avoir, qu'il n'y avait pas... La discontinuité est une valeur essentiellement masculine. La créativité n'est pas forcément une valeur exclusivement masculine. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que la discontinuité est un des ingrédients, et l'ingrédient, à mon sens, essentiel de la créativité. Il est plus porté par les garçons, mais ça n'est pas la créativité. Il ne faut pas rabattre la discontinuité sur la créativité. La créativité, la création, c'est la combinatoire du féminin et du masculin de façon tellement ténue que je crois qu'on ne peut pas réellement en dissocier les composants dans un acte créatif. Ce qui est fou dans notre société, c'est parfois, comme on dit, ouais, les femmes sont créatives comme ça, ou les hommes sont créatifs comme ça. Voilà, ça c'est assez fou. L'humanité a besoin de cette unité dans la différence. La seule façon de pouvoir effectivement être un humain cohérent, c'est de fonctionner dans une humanité cohérente, c'est d'accepter et d'interpeller, de dialectiser intimement en permanence les éléments de la différence, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on ne tombe pas dans la théorie du genre à ce moment-là?
La théorie du genre, c'est un truc de fou, quoi. On est totalement dans l'idéologie là. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans la négation et dans l'idée toute puissance que chacun pourrait se déterminer en tant qu'individu sexué, mais voilà, en tant qu'individu, enfin, c'est un fantasme. On est dans une régression, à mon sens, du fantasme de toute puissance. La question c'est d'obéir. La question, c'est d'obéir, encore une fois. C'est-à-dire, c'est obéir qui libère. On s'en fout d'être un homme ou une femme. Voilà, mais il faut accepter quelque chose de l'obéissance. La refuser et constituer, finalement, une culture qui la refuserait est, à mon sens, une impasse. Mais après, je ne suis pas sociologue, mais voilà, c'est des idées que j'aimais comme ça. Moi, je voudrais reparler des garçons. J'aimerais savoir si, au moment des premiers émois amoureux qui peuvent avoir lieu en primaire, au moment de l'adolescence et lors de la période adulte, l'homme a tendance à rechercher sa mère dans ses relations sentimentales. C'est une question personnelle. Ah bon. Non, c'était pour une consultation. Non, mais je sais déjà ce que tu entends. Ouais, oui, parce que j'ai pas senti le point d'interrogation m'a échappé à la fin de la phrase. J'aimerais savoir s'il est fréquent que les hommes recherchent en leur épouse ou compagne une identification de l'objet idéalisé à ce moment-là avec leur mère. La première femme. Je ne sais pas. Oui. C'est évident. On est comment dirais-je, on n'invente pas la vie. Voilà. J'ai coutume de dire que finalement, la vie nous traverse. Et Denis Vaz disait effectivement que pour lui, la vie et la parole sont quelque chose d'un même concept, c'est-à-dire c'est pas du tout quelque chose que l'on crée et la vie, je veux dire, on ne crée pas un enfant, contrairement au fantasme qu'on peut voir dans la maternité quand on voit les nominations, les prénoms des enfants qui sont donnés, comme si on inventait un objet nouveau. Enfin, voilà. Donc on est traversé par la vie et comme on est traversé par la parole, et donc on est nourri de ce qu'on reçoit, à la fois je prends sur le plan phylogénétique et ontogénétique, et donc on s'inscrit. Et donc, bien évidemment, on est nourri et on se constitue des images parentales, on est constitué de ça. Moi, en tant que pédopsychiatre, je ne vois que ça, que des enfants devenus parents qui se débrouillent comme ils peuvent pour gérer a posteriori la question, les questions non résolues de leur enfance avec leurs propres parents. Voilà, c'est en gros le travail du pédopsychiatre.